Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire que nous consacrons au mouvement, que le mouvement européen de Gironde consacre à 4 projets cofinancés par l'Union européenne. Alors, notre président François Adoux va vous faire certainement un petit mot d'accueil en ce jour de célébration donc, de l'Europe et donc de ces projets. Peut-être qu'on peut attendre peut-être 1 ou 2 minutes que les gens se connectent. Voilà, je ne sais pas si nous avons beaucoup de connexions puisque on n'a pas cet indicateur en Non, direct. mais c'est en train de monter. Bon, Voilà, non, c'est en train de monter. Ce qui est important de dire aussi, c'est que effectivement, ces projets sont aussi soutenus par les collectivités locales, hein, notamment la mairie de Bordeaux, la métropole, la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est important pour nous, et c'est notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer des exemples de coopération européenne qui apportent aux citoyens et qui ont une valeur ajoutée et qui n'auraient pas pu se faire sans l'aide d'un organisme comme l'Europe, même avec l'aide des collectivités locales. Voilà, c'est l'objectif de montrer que l'Union européenne est présente auprès de nous, chez nous, selon le principe que l'on appelle le principe de subsidiarité. C'est très important de dire que l'Europe, ce n'est pas qu'à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est aussi chez nous et dans la rue à côté. Donc, je te laisse, Lucas, l'occasion de continuer après avoir remercié aussi le Centre Europe Direct Info Jeunes qui assure la réalisation technique de cette réalisation et avec qui nous avons des relations tout à fait fraternelles et chaleureuses. très bien. Bah, écoute, merci beaucoup François pour ces précisions en effet quant au fond qui alimente donc diversement donc ces projets locaux dans des proportions donc très très différentes. En effet, le premier projet qui va nous être présenté par Michael Vergniaud et Florent Coignac est un projet qui s'appelle Handshake. On verra que c'est un projet qui permet par la coopération européenne le partage de bonnes pratiques entre différentes villes pour que les villes, justement, s'approprient mieux les politiques vélo. Alors, il y a pas mal de points d'échange, en effet, à travers différentes modalités qui ont été définies, évidemment, au niveau de cet appel à proposition qui est passé par Civitas, vous le voyez sur le visuel. Et puis, vous avez bien un point d'étape qui est à peu près celui d'une étude d'impact sur l'utilisation du pont de pierre quand il a été en effet rendu aux cyclistes, en tous les cas à des mobilités douces derrière nous. Alors, pardon, là, voilà, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Nous irons ensuite regarder comment est-ce que Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine eh bien, fait partir des demandeurs d'emploi en mobilité grâce à Erasmus+. C'est un enjeu évidemment très très important là aussi pour le territoire et bien sûr ses habitants avec donc Laurent Eliasevich qui est donc chargé de mission Pôle emploi à la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine. Nous irons aussi au-delà de Bordeaux et de Bordeaux Métropole avec Monsieur Philippe Nouvel, qui est vice-président de la communauté de communes du Pays Foyen en charge de la culture, pour un projet européen qui permet, donc par du cofinancement, la restructuration du cinéma, la brèche et la redynamisation finalement peut-être pas d'un cœur de ville, on le verra, mais en tous les cas d'un point important pour cette ville. Enfin, nous irons avec Gabriel Borger du mouvement européen. Il nous expliquera le projet
de l'école Lafont-Féline, qui s'appelle Building a Better World, et qui permet en effet au monde scolaire de se projeter sur l'Europe par des mobilités. Donc là aussi, Erasmus+, vers le scolaire, vers les demandeurs d'emploi, c'est un Erasmus qu'on connaît mal. Donc c'est assez intéressant de notre point de vue de pouvoir présenter tout cela. Voilà. Alors, on va essayer de faire ce webinaire pendant 1h30 pour, en effet, comme disait François Adoux, notre président, rendre cette Europe évidemment concrète, puisque l'Europe, lors de la fête de l'Europe, c'est évidemment des conférences, des initiatives politiques. On l'a vu même aujourd'hui avec le lancement de cette consultation européenne sur l'avenir de l'Europe. Mais du point de vue, en effet, de notre territoire, il était important, comme l'a dit François, de pouvoir bien atterrir un petit peu, rouler, en effet, avec Handshake, se projeter dans sa vie avec Erasmus+. Il y a en effet beaucoup d'opportunités que l'Union européenne permet pour le développement des individus, des territoires, des politiques publiques. On est là pour en parler. Donc, vous pourrez poser les questions, ce que je vous propose, une fois que les 4 projets ont été présentés. On va essayer d'aller assez vite. On va faire des pitchs de projets pendant 10 minutes. Et puis, on essaiera de rassembler les questions vers 19h pour pouvoir profiter en effet de la présence des intervenants aujourd'hui, que je remercie d'être venus, même virtuellement, parce que la fête de l'Europe, c'est toujours un moment très, très important, évidemment, mais des fois, elle tombe un dimanche. Donc, il faut être particulièrement, en effet, évidemment, conscient de l'importance de l'enjeu européen pour pouvoir porter ces messages ce soir. Voilà, et puis, pour finir, dire que ces 4 projets qu'on présente ce soir, ce sont des projets qu'on aimerait pouvoir présenter physiquement, évidemment dans des conditions sanitaires plus sûres, dans le cadre de la semaine européenne que Bordeaux, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole organisent en octobre 2021. Donc, on verra en fin de réunion un petit peu comment est-ce que le mouvement européen de Gironde et ses adhérents, ses sympathisants aussi, ceux qui nous suivent avec l'infolettre ou les réseaux sociaux, veulent s'impliquer dans finalement une action de valorisation, des choses concrètes pour aller sur le terrain, dans le pays foyen, à Bordeaux Métropole, en Nouvelle-Aquitaine sur des mobilités de demandeurs d'emploi ou à l'école Lafont-Féline du Bouscat pour pouvoir inviter les habitants à venir rencontrer ces acteurs, ces porteurs de projets. Ce sont eux qui souvent présentent le mieux, en effet, ces projets. Donc, c'est pour ça que je vais évidemment laisser la parole tout de suite à 2 personnes qui donc travaillent sur ce projet Handshake. Alors, je fais une dernière parenthèse pour rappeler que ce webinaire est soutenu par Bordeaux Métropole. Donc, merci aussi à ce partenaire. Et nous allons en effet sur un projet qui répond, donc, ou en tout cas qui permet à Bordeaux Métropole de se projeter, de se développer dans ses politiques de mobilité. Il s'agit donc de Michael Vergniaud, qui est chargé d'appel à projets européens à la direction des coopérations et partenariats métropolitains, et à Florent Coignac, qui est ce que j'ai noté, mais Florent, vous me corrigerez si je me suis trompé, chef des centres vélo et piétons à la Direction générale des mobilités, direction de la multimodalité. Voilà, donc ces termes peuvent un peu impressionner, mais Florent, je pense, va rendre les choses très concrètes en nous expliquant ce projet Handshake. Voilà, Michael, à vous la suite. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, on va vous présenter effectivement ce que fait un peu la métropole sur l'Europe. Donc, ça fait très longtemps que Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux répondent à différents appels à projets européens. Juste pour être très concrète pour nous, un projet européen, donc c'est lorsque la Commission européenne elle lance dans le cadre d'un programme défini des appels à projets et du coup on va y répondre avec d'autres acteurs qui sont souvent des universités, des entreprises ou des associations et en général ça dure environ 3 ans. Pour ces projets-là, en fait, on a décidé de structurer une démarche en 2017
pour être vraiment plus proactif en fait et ne pas attendre qu'un partenaire étranger vienne nous solliciter, mais au contraire qu'on puisse nous être initiateurs de projets. Alors pourquoi la métropole elle a décidé de se lancer dans cette démarche-là? Eh bien, tout d'abord, ça nous permet une évolution de nos pratiques. Ça, vous allez le voir très concrètement avec le projet dont va nous parler Florent. Donc, on échange beaucoup avec nos pairs en Europe. Donc, on travaille avec plein de villes européennes et même au-delà. C'est une innovation qui est permanente puisque du coup, ça nous permet d'aller plus vite et plus loin sur certains sujets. Et bien évidemment, ça nous donne une visibilité européenne où on va essayer de faire reconnaître les domaines d'expertise de la métropole. Donc, comment ça fonctionne? On fonctionne toujours à deux, il y a toujours un binôme. Moi, sur la partie Europe et l'expert métier, donc là, il y a Florent, mais après, on est impliqué sur plein d'autres projets européens. Donc, ça peut être la personne en charge de l'énergie ou de l'agriculture, c'est très, très varié. Cette démarche-là, elle est facilitée aussi par le fait que on est quand même actif dans des réseaux. Je vais en citer qu'un, qui est le réseau Eurocities, qui représente en fait les plus grosses villes en Europe. Et donc, vraiment, ça nous permet des échanges très, très poussés avec nos collègues et de faciliter le fait qu'on monte ensemble des projets européens. Donc, on travaille, nous, sur tout type de programme et sur toute thématique. Donc, si on passe à la slide juste suivante, vous allez voir les projets qu'on a en cours. Voilà. Voilà, par exemple, je vais en citer que trois. Food Trails, donc c'est un projet autour de l'agriculture urbaine et les systèmes alimentaires urbains. Atlas, c'est autour des sites qui sont classés au patrimoine mondial. Et Sharing Cities, c'est tout ce qui concerne la Smart City. Donc, c'est juste pour que vous puissiez voir que la métropole est vraiment impliquée dans des domaines qui sont divers et on va vraiment chercher des bonnes pratiques, du savoir auprès des meilleurs en Europe avec qui on répond justement à ces appels et dans vraiment tout type de programme. Donc là, c'est plus sur la biodiversité, on a des programmes Erasmus en cours, donc c'est très, très varié. Et là, je vais laisser donc la parole à mon collègue Florent. Oui, alors juste une petite question, Mickaël. Oui. Donc ce projet Handshake, je crois qu'il porte sur un montant qui est assez important. J'avais noté, c'était un projet qui était de l'ordre de 5 millions d'euros à peu près, et il y a 97% qui est apporté par l'Union européenne. Donc c'est très important. La part laissée en effet aux autres acteurs est faible, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, on va le voir dans les projets européens, mais c'est vrai qu'un des principes, François le rappelait tout à l'heure, des fonds européens, c'est qu'il y a une complémentarité, en effet, des fonds sur les projets. C'est bien ça. Oui. Alors là, on est dans le cadre du programme Horizon 2020. Et donc, effectivement, pour des structures publiques comme les nôtres, c'est financé à 100%. Donc, ça veut dire que le temps qu'on passe sur le projet et aussi les déplacements qu'on a à faire professionnels ou etc., tout ça est pris en charge par la Commission européenne. Et effectivement, pour nous, c'est à coût zéro. 100% est financé. Donc, souvent, c'est cofinancé, ça dépend des programmes. Parfois, on a 60% de cofinancement. Et puis, sur des programmes comme H2020, eh bien, on a effectivement 100%. Bon, super. Écoutez, on va repartir sur le PowerPoint. Et Florent Coignac, donc, merci de me reprendre, en effet, pour vous présenter peut-être sur vos fonctions et nous présenter, bien sûr, donc concrètement, ce projet européen pour le territoire, c'est quoi? Comment ça marche? Les étapes un petit peu, où on en est? Et puis, pourquoi est-ce que ça peut aussi, en effet, permettre à Bordeaux de présenter ou de développer un nouveau visage? Merci, donc bonjour à tous, donc je suis Florent Cognac en effet, donc je suis responsable du service modes actifs à Bordeaux Métropole. Donc on s'occupe de définir et de mettre en œuvre toute la politique en faveur de l'usage du vélo et de la marche sur la métropole, et donc dans la coordination de tous les services, de toutes les directions qui vont œuvrer là-dedans, donc aussi bien en matière d'infrastructures cyclables qu'en matière de services vélo, qu'en matière de soutien aux associations qui promeuvent la marche et le vélo. Donc au carrefour de toutes ces politiques-là, enfin de toutes ces actions-là qui sont menées par la métropole. Donc effectivement, je vais parler un peu du partenariat et du projet Handshake.
Alors avant juste de rentrer dans le projet Enshake, juste vous resituer un petit peu comment se situe Bordeaux Métropole par rapport à cette question du vélo. Déjà, vous signalez que Bordeaux et sa métropole sont déjà une métropole cyclable à l'échelle, on va dire, nationale. Peut-être pas évidemment au regard des autres villes avec lesquelles nous travaillons, notamment dans le projet Enshake. Mais on a déjà une part modale qui est de 13% sur la ville de Bordeaux. Ça veut dire que 13% des déplacements sont effectués à vélo. On est à 8% sur l'ensemble de la métropole, ce qui nous situe vraiment dans les métropoles les plus cyclables, enfin les plus cyclables, en tout cas celles où le vélo est le plus pratiqué en France. On a eu une augmentation de la pratique qui est de 72% ces 5 dernières années. On peut aussi avoir des chiffres impressionnants si on remonte à 10 ans, évidemment, puisque c'est une progression de la pratique qui date de 10, 15, 20 ans. On a un réseau de 1500 km d'aménagement en faveur des vélos. Donc, on compte là-dedans les zones apaisées, évidemment les pistes et les bandes cyclables. Pour tout ce qui est aménagement pur et dur, on est plutôt sur 700, 750 km d'aménagement, ce qui là aussi nous situe vraiment très bien, même si on a évidemment des lacunes avec des discontinuités cyclables, donc avec beaucoup d'aménagements, mais qui parfois s'interrompent. Donc, il y a des progrès à faire, et c'est notamment l'un des objectifs de ce projet européen. Et puis, on a quelques valorisations. On ne court pas forcément après les classements, mais l'index Copenhagenize, qui tous les 2 ans cite et classe les villes mondiales pour le vélo, nous classe très bien. Alors, la question n'est pas de savoir si on mérite d'avoir cette place aussi bonne, mais en tout cas, qui prouve que notre politique cyclable, la politique cyclable menée par les élus depuis 20 ans sur la métropole et sur la ville de Bordeaux, sont reconnus en tout cas comme une volonté forte d'y aller petit à petit et d'améliorer les conditions des conditions de circulation pour le vélo et encourager les personnes à utiliser le vélo plutôt que la voiture, par exemple. Donc, on a également donc cette ambition forte qui se traduit par des documents cadres, c'est-à-dire des plans d'action que l'on élabore et que l'on fait voter par les élus et que l'on met en place après. On avait eu un premier plan vélo en 2012, on a un deuxième plan vélo qui s'achève là entre les années 2017 et 2020, où 80 millions d'euros ont été dépensés pour le vélo. Donc là-dedans, on valorise évidemment tous les aménagements qui sont réalisés, toutes les investissements et les coûts de fonctionnement d'un réseau de services vélo comme le réseau Vécube, le vélo en libre service. Et puis, on a un troisième plan vélo en préparation qui se voudra encore plus ambitieux, aussi bien sur les aspects financiers que sur les aspects d'action. Donc, on pourra, s'il y a des questions, aborder ce sujet pour savoir qu'est-ce qui se trame sur ce sujet. Et puis, on a quelques actions emblématiques qui ne font pas tout, hein, parce qu'il y a la force du symbole qui est importante, mais il y a évidemment tous les aménagements autres qu'on va faire. Mais par exemple, les actions comme le pont de pierre qui ont été menées à partir de 2017-2018, où le pont a été réservé au mode doux, fermé aux voitures, d'abord sous forme d'expérimentation, puis pérennisé. Ce genre d'action, on peut les mener aussi quand on est porté. Donc, il y avait un portage local avec un relais très important par l'association Vélocité, mais il y a aussi une décision derrière politique de faire ça. Alors, même si c'est que sur 500 mètres, ça apporte beaucoup. Ce qu'on est en train de faire sur les boulevards, où on est en train de supprimer sur la totalité des boulevards une file de circulation au profit d'un couloir bus-vélo, ça aussi, c'est très important, et ça va aider et porter la pratique du vélo sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est des actions emblématiques qui viennent aussi illustrer concrètement la politique cyclable. Donc juste pour vous signaler que voilà, on ne part pas de nulle part à Bordeaux Métropole, mais on avait aussi besoin de passer un cap. On a besoin de passer un cap, et ce projet européen. Donc là, on peut passer à la diapo suivante. Je ne pense pas avoir la main. Voilà, merci. Donc ce projet européen va venir nous accompagner et nous aider là-dedans. Donc, le projet Enshake, c'est quoi? Donc, Enshake, c'est la poignée de main pour les non-anglophones, mais j'imagine que toutes les personnes qui sont autour de cette table, enfin de cette visio, savent la signification. L'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main avec plusieurs villes européennes, donc qui sont à l'écran sur la fiche, donc avec des villes de plusieurs pays différents, avec des partenaires qui sont des bureaux d'études qui vont nous aider, qui vont nous accompagner dans ce projet. Ce projet, il consiste à un partage d'expérience et de savoir-faire sur les politiques cyclables.
Il se déroule officiellement du 1er octobre 2018 jusqu'à fin août 2022. En réalité, il a commencé un peu avant parce qu'on a dû le préparer. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces projets Horizon 2020 ou tous les projets européens, mais il y a évidemment tout un travail de préparation jusqu'à être retenu ou pas. Donc, des fois, du travail qui est fait malheureusement pour rien. Mais là, heureusement, et pour nous, et avec chance, parce qu'on avait bien travaillé également avec tous les partenaires, ce projet a été retenu. Donc 19 partenaires, donc 13 villes, parmi lesquelles il y a 3 villes leaders qui sont des mentors, en fait, qui sont Amsterdam, Copenhague et Munich, qui sont des villes évidemment qui sont vraiment des références en matière de politique cyclable. Et pour l'anecdote, c'est la première fois que Amsterdam et Copenhague ont travaillé ensemble sur le sujet du vélo, alors qu'on sait qu'ils se disputent un peu cette place de première ville européenne, voire mondiale du vélo. Et là, ils travaillent main dans la main. Donc, c'est vraiment un projet intéressant à ce niveau-là. Pour nous, villes plus intermédiaires et moins avancées sur le sujet du vélo, vous verrez que parmi les 10 autres villes, il y a vraiment des villes beaucoup moins avancées que Bordeaux et d'autres beaucoup plus avancées. Donc, il y a un peu de tout donc regardons vers Amsterdam, Copenhague et Munich pour s'en inspirer. C'est un budget de 5 millions d'euros, dont 250 000 euros consacrés à Bordeaux Métropole. On verra à quoi ça va nous servir dans les prochaines diapositives. Voilà, ce budget nous permet de mettre en place une soixantaine d'actions voilà, qu'on va pouvoir voir sur la diapo suivante. La diapo suivante, il y a un peu de texte, mais c'est juste pour vous montrer. Je ne vais pas les détailler un par un, mais c'est juste vous dire que Bordeaux, comme les autres villes, ont retenu plusieurs engagements, plusieurs actions à développer. Parmi lesquels donc les 6 que l'on voit à l'écran. Donc, il y a des sujets très divers. Il y a des sujets sur l'infrastructure, il y a des sujets sur les services. Il y a surtout des sujets sur apprendre des savoir-faire qu'on ne fait pas du tout. Par exemple, sur les indicateurs socio-économiques, on va en parler tout à l'heure pour le pont de Pierre. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ce sont des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et que les pays du nord de l'Europe, par exemple, utilisent beaucoup plus pour valoriser et pour convaincre notamment les élus ou la population des bienfaits des politiques cyclables. Et puis après, on a 2 engagements aussi, peut-être un peu, qu'on pourrait dire transversaux, qui sont là, qui sont pour tous les partenaires du projet. On a l'organisation d'un séminaire d'études et de partage avec Amsterdam, donc qui est officiellement notre ville mentor, qui doit venir 3 jours sur Bordeaux, et donc dans un séminaire de partage avec aussi bien du grand public, les associations, mais aussi et surtout un travail technique avec les services. Alors malheureusement, on a connu une année 2020 qui était au cœur du projet. On y reviendra peut-être au gré des questions. C'est une année qui était vraiment au cœur et qui était vraiment sur la montée en puissance, puisque 2019, c'était une année beaucoup de diagnostics où on a travaillé avec les partenaires sur un état des lieux. On va voir comment on travaille après, mais sur un état des lieux de quelle est notre situation, quelles sont les situations dans ces autres villes, faire du partage à ce niveau-là. 2020 devait être l'année du partage, un peu avec le grand public, avec les associations, notamment dans le cadre de cette venue d'Amsterdam. Ça ne s'est pas fait. C'était prévu au printemps 2020, puis on l'a repoussé à l'automne, et puis vous savez bien pourquoi on n'a pas pu le faire. On imagine peut-être le faire, et donc Lucas, en introduction, parlait de la semaine de l'Europe organisée en octobre. Peut-être ça peut être l'occasion en octobre d'organiser ce séminaire. On a en tout cas pris à tâche auprès de nos partenaires d'Amsterdam pour leur demander si ça pourrait pour leur aller. Donc, on en parlera peut-être, c'est une piste en tout cas. Et puis, il y a une autre aussi action qui consistait à créer un comité de consultation citoyenne pour accompagner la politique cyclable. On ne le fera peut-être pas comme c'était prévu, mais on essaiera de quand même faire quelque chose autour notamment de ce séminaire. Donc, affaire à suivre. Donc, voilà un peu les actions sur lesquelles on s'est engagé. Maintenant, notre méthode de travail, puisque concrètement, ça veut dire quoi, cet échange et cette poignée de main, ce sont surtout en 2019, donc, sont surtout des rassemblements qu'on a fait. Alors, on n'était pas tous les 3-4 matins à l'étranger, mais on a fait comme ça 2-3 rassemblements à l'étranger. On a pu donc déjà se rencontrer, apprendre à se connaître entre ces 13 villes, ces 19 partenaires, donc avec des séjours d'immersion comme ça, donc à Amsterdam, à Copenhague, à Munich, où on a fait plusieurs comme ça tables rondes, ateliers de travail pendant 3 jours, des visites terrain, un travail ou avec des cas d'école où on peut partager donc entre personnes en charge des politiques cyclables
on peut partager sur nos savoir-faire. Et même s'il y a trois villes mentors, donc Amsterdam, Copenhague et Munich, avec chacun leur spécialité et leurs points forts, nous avons pu aussi, nous, apporter des choses, car nous aussi, on a des choses au niveau des services, par exemple, qui sont plus développées chez nous qu'ailleurs. Donc, on a pu Par échanger sur ces exemple, questions. Laurent, Oui. dites-nous, par exemple, est-ce qu'il y a un petit cocorico bordelais Ah ben, sur les services, éventuellement? type vélo en libre service, par exemple, on est plus avancé parce qu'en fait, on est sur des territoires. Alors, c'est un mal pour un bien, ou plutôt, oui, voilà, un bien pour un mal, parce qu'en fait, en réalité, c'est qu'on a une pratique vélo qui part de plus loin. Et donc, on a eu besoin, à un moment donné, dans les villes françaises, de développer les réseaux de vélos en libre service. Donc, à Bordeaux, le V-Cube. Dans les pays du Nord, ça n'existe pas, ou très peu, ces vélos en libre service. Et pour autant, il pourrait y avoir quand même même si le vélo est très développé et que beaucoup de gens ont leur propre vélo, voire deux vélos, puisqu'ils en garent ils en laissent un en gare, par exemple, il pourrait y avoir de la place pour des services de vélo. Et là-dessus, ils ont moins d'expérience. Et là, on a pu aussi, non pas apporter ces choses-là à Amsterdam, Copenhague et Munich, mais peut-être à, par exemple, des villes comme Cadiz, une ville comme Cadiz qui a une pratique du vélo qui est beaucoup plus faible et qui part beaucoup plus loin. Cadiz, le vélo à Cadiz, c'est plutôt du tourisme. Par exemple, pour développer le vélo, bah, eux, ils ont un peu de. Autant Amsterdam a beaucoup d'avance sur nous, bah, autant nous, on a de l'avance sur Cadiz. Donc, on a aussi des villes comme Cadiz. Ils ont peut-être que la marche pour Amsterdam, c'est une haute marche. Bah, nous, par exemple, on correspond à un territoire qui est finalement pas si loin d'eux géographiquement par rapport à eux, qui peuvent avoir des problématiques communes et qui, du coup, nous demandent des informations sur notre V-Cube, Hmm. les montants, le nombre de stations, le nombre de vélos. Voilà, donc on peut évidemment échanger là-dessus au gré de nos échanges que nous avons donc soit dans les séminaires, dans les rassemblements. Donc on avait fait trois entre fin 2018 et puis deux en 2019. Et puis alors c'est la petite fenêtre en haut à droite, on a une plateforme d'échange qui donc avec plusieurs sous-parties dans lesquelles on s'envoie des messages. Donc c'est 5-6 messages par jour en moyenne, je dirais. Alors, il y a des séries, donc on échange en anglais évidemment sur ces différentes pratiques avec quand on a un problème, quand quelqu'un a une question concrète. Moi, je suis en train d'aménager telle rue, j'ai telle largeur, qu'est-ce que vous en pensez? Ou je dois mettre en place un service de vélo en libre service. Qu'est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez choisi l'emplacement de vos stations? Voilà, donc on peut répondre comme ça sur la plateforme, valoriser nos projets et puis évidemment poster régulièrement l'état des lieux de tout ce qu'on a fait, puisque l'Europe est une grosse machine aussi et a besoin, avec 5 millions d'euros, on a aussi besoin de justifier de ce qu'on fait et de faire des reports, enfin des rapports, voilà, rapporter ce qu'on fait. Et donc, ça se fait via aussi cette plateforme d'échange. Donc, voilà Laurent, ce que c'est. Oui, voilà. juste une question, parce que vous me disiez en préparant donc cet échange que là où évidemment il faut être évidemment très, très optimiste hein, sur le développement encore de nos politiques cyclables, c'est que des villes comme Amsterdam ou Copenhague n'ont pas toujours été des grandes villes de vélo et que le chemin a été pris à un moment donné, peut-être ils ont accéléré très fort à un moment donné, nous-mêmes on était un peu peut-être sous emprise un peu de la voiture, mais en effet leur exemple est maintenant quelque chose qui est rendu très opérationnel dans le cadre de ce projet, puisque encore une fois, c'est un projet donc d'échange de bonnes pratiques avec donc, si j'ai bien compris, 3 villes très avancées qui aident 16 autres villes en Europe à améliorer leur politique vélo. Alors, en l'occurrence, 10 villes, parce qu'effectivement, après, il y a des partenaires, mais c'est effectivement ça le principe. Et l'exemple est intéressant aussi parce que d'Amsterdam, effectivement, parce que on voudrait aussi aller plus vite. On voudrait forcément aller plus vite, tracer des autoroutes du vélo partout sur la métropole où on ferme des rues, on met le vélo à l'intérieur, comme ça peut être à Copenhague ou comme à Amsterdam. Parce que quand on y va, on se dit, ah, c'est chouette, c'est ça qu'il faudrait faire chez nous. Mais ce que nous disent aussi ces partenaires-là et qui est intéressant, c'est, mais attention, chez nous, ça ne s'est pas fait en une fois. On n'a pas décrété ça et on n'a pas fait, on n'aurait pas pu le faire du premier coup. On a d'abord fait des premiers aménagements qu'on a après élargis. Après, on a fermé des rues. Et effectivement, les villes comme Copenhague, Amsterdam, après-guerre, ressemblaient aux villes françaises, hein, c'est-à-dire
avec des routes, avec des choses qui étaient faites pour la voiture. Et puis à un moment donné, il y a des choix qui ont été faits de dire ça ne sera pas la voiture. Copenhague l'a fait plus vite d'ailleurs que Amsterdam. Ce ne sera pas la voiture, ça sera les vélos. Alors ce qui a joué aussi, hein, c'est des questions de pétrole en fait et de possession et de capacité à produire ou en tout cas à importer du pétrole et à construire des voitures. Et effectivement, il y a des pays qui ne construisent pas de voitures. La France est un pays qui construit des voitures, l'Allemagne est un pays qui construit des voitures et donc il a besoin de construire des routes pour faire rouler les voitures qu'il fabrique. Donc évidemment, ce coche-là et ce virage-là, on l'a pas pris à ce moment-là comme eux l'ont pris, mais leur enseignement nous permet aussi d'apprendre qu'on ne pourra pas faire tout de suite et que ça se fera par étapes. Alors peut-être qu'on peut aller, peut-être plus vite qu'eux et tant mieux, et ils peuvent nous apprendre de leurs erreurs, de leurs propres erreurs, puisque eux-mêmes concèdent que des fois ils se sont trompés. Ils se sont trompés, ils ont voulu mettre en place quelque chose qui n'a pas marché et qui maintenant mettent en place 20 ans, 10 ans, peut-être 10 ans plus tard et qui finalement marche. Nous, on pourrait dire la même chose ici, c'est-à-dire que l'idée de fermer le pont de Pierre ou de supprimer une des deux files sur les boulevards, c'est une idée qu'on a depuis 10 ans et qu'effectivement, les associations étaient là pour nous le rappeler. Il faut le faire, il faut le faire. Effectivement, les associations de promotion du vélo sont évidemment convaincues, comme nous qui travaillons à cette politique du vélo, mais il faut aussi avoir la maturité politique, et même auprès du grand public, de le faire petit à petit. Ça ne se fait pas du premier coup et ça se fait à des moments avec des opportunités aussi. La crise sanitaire, là, si on doit tirer du positif de cette crise sanitaire, en tout cas en termes de déplacement, ça a permis, mais partout en France et même partout dans le monde, de réduire le trafic automobile. Surtout, on a des gens qui se sont éloignés des transports en commun. Là, le vélo a eu une opportunité de tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, on voit qu'en 2020, puisqu'on fait les comptes sur nos compteurs permanents, on voit qu'en 2020, on a eu moins de vélos qui ont circulé, mais on a eu encore moins de voitures et encore moins de transports en commun. Donc, on sait qu'on part en pourcentage, en part de déplacements vélo. On a beaucoup plus de déplacements vélo aujourd'hui, proportionnellement par rapport à la voiture et au transport en commun. Donc, on voit que là, il y a eu une opportunité à saisir. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de supprimer une file de circulation dans chaque sens sur les boulevards, quelque chose qui n'aurait pas du tout été possible il y a encore 2-3 ans et qui n'aurait pas été accepté, et qui aujourd'hui, parce que le trafic automobile a baissé, parce que les gens se sont mis à faire un peu plus de vélo, sont acceptés et se passent très bien. Aujourd'hui, en termes de congestion comme en termes de pratique vélo, c'est notre élu qui l'a dit, donc je ne vais pas m'attribuer ces mots, mais il y a eu une conférence de presse là-dessus cette semaine sur la suppression de la file sur les boulevards. Donc Clément Rossinol-Pech, notre élu vice-président aux mobilités alternatives, disait, avec Pierre Hermitte, le maire de Bordeaux, disaient tous les deux, avant les gens en vélo évitaient les boulevards pour faire du vélo. Et maintenant, avec le couloir bus-vélo, nous dit, selon les enquêtes, que maintenant, ils passent par les boulevards parce qu'ils savent qu'avec ces couloirs bus-vélo, où il y a peu de bus, parce que l'Alliade 9 passe à une petite fréquence, c'est très agréable. Donc, on voit comme ça que c'est aussi une question de maturité. Et le contexte du projet Handshake, si je raccroche sur Handshake, nous permet d'avoir ce courage politique-là aussi, parce que ça nous inspire et ça nous permet d'avancer à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question, Florent. Justement, ces échanges donc, de bonnes pratiques, et puis, bon, c'est un peu à sens unique en l'occurrence, mais vous expliquez quand même que Bordeaux avait quelques atouts, permettent en effet de mener aussi des études. Il y a une étude qui vient d'être terminée, je crois, sur le pont de Pierre, son utilisation, son impact un peu socio-économique. Et cette étude, bien, elle est permise grâce en effet au partenaire qu'est Amsterdam, puisqu'elle a en effet cette expertise et nous a permis, je crois, vous a permis de tirer quelques enseignements rapidement. Tout à fait. C'est ça que tout à l'heure, je disais ça par rapport aux chiffres socio-économiques. On a fait la fermeture du pont de Pierre, peut-être portée par cette dynamique autour de l'inspiration qu'on a eue, puisque à l'époque, on était allé avec les élus plusieurs fois à Copenhague et puis une fois à Amsterdam pour voir ce qui se passait. Ils sont revenus en disant qu'il faudrait faire quelque chose de fort. Donc, on a fait cette fermeture du pont de Pierre. Ils ont aussi dit, mais dans le Nord, ils ont aussi, dans ces pays du Nord, ils ont aussi le chic de nous donner des chiffres du genre, quand j'investis 1 euro sur la piste cyclable, combien ça rapporte à la société en termes
santé publique, en termes de qualité de l'air, en termes de plein de choses, comment on peut calculer ces retours sur investissement, des choses qu'on ne sait pas du tout faire, ou qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Et ben ça, typiquement, effectivement, alors les Néerlandais sont très forts pour ça. Et grâce à EnCheck, on a pu commencer à travailler sur le sujet en 2019. Donc, il y a une des actions qu'on a retenues qui consiste à ça, c'est apprendre à faire ces études socio-économiques. Et ils en ont fait une, effectivement, à la ville d'Amsterdam et avec le bureau d'études Decisio, qui est un bureau d'études d'Amsterdam. On fait une petite étude socio-économique et d'impact socio-économique sur le pont de Pierre, qui a révélé, alors j'avais été un peu optimiste dans notre préparation, mais je relisais l'étude, on est sur du 80%, c'est-à-dire que 1 euro investi pour le pont de Pierre, qui est une opération qui a coûté très peu en réalité, a rapporté à peu près 80 euros à la société. Alors évidemment, quand on dit ça comme ça monétise les choses, mais c'est qu'en fait, ils ont des standards qui sont d'ailleurs standardisés à l'échelle européenne pour calculer les impacts sur la santé publique, sur la qualité de l'air. On traduit ça en euros. Alors, il faut bien trouver une unité. Mais pour 1 euro dépensé, on sait on a sûrement un retour sur bénéfice de 80 euros pour la société. Et si on arrivait maintenant à apprendre de ce bureau d'études, et c'est bien le projet EnCheck dont c'est l'objectif, si on peut apprendre de ce bureau d'études à comment aussi calculer l'impact et prévoir l'impact, c'est-à-dire que quand on dit on va faire telle opération, encore ça serait pratique de pouvoir dire cette opération, elle va rapporter tant à la société, elle va rapporter tant dans l'ensemble. Et ça, c'est des arguments aussi bien auprès de la population qu'auprès même en interne par exemple, de nos partenaires des finances, de nos collègues des finances, qui, au moment de boucler le budget d'1 milliard de la métropole et qu'on leur demande 100 millions pour le vélo, ils nous disent bah non, 100 millions, c'est beaucoup. On leur dit mais oui, mais 100 millions, regardez les impacts et regardez ce que ça peut avoir sur la société comparé à 100 millions dépensés pour une autre action, sans évidemment tirer dans les pattes de nos collègues qui portent les autres projets. En tout cas, voilà, on peut apprendre comme ça de ces pays européens à faire ça aussi, ce qu'on ne sait pas faire. Ouais. Mais écoutez, en effet, c'est aussi un objectif qu'on pourrait avoir, en effet, de mieux calculer et de mieux faire connaître le retour sur investissement des fonds européens engagés. D'abord, on va essayer de s'atteler à mieux faire connaître les projets eux-mêmes. Et merci beaucoup, Florent et Mickaël, pour ce très beau projet EnCheck qui se termine donc en 2022. Et on verra comment est-ce qu'on peut inviter les Bordelais, mais plus généralement peut-être les habitants du Sud-Ouest à venir nous rencontrer en octobre pour une petite action. Et donc, on va passer à un autre projet avec Monsieur Philippe Nouvel, excusez-moi, qui est vice-président de la communauté de communes du Pays Foyen en charge de la culture. Donc, vous, monsieur, vous avez bénéficié, entre guillemets, mais je crois qu'il y avait pas mal de fonds aussi territoriaux pour cette opération, la restructuration d'un cinéma sur votre territoire. Si vous pouvez nous expliquer simplement, en effet, pourquoi c'était un enjeu important et comment est-ce que l'Europe a permis d'être un facteur de réalisation peut-être et d'accélération de cet objectif territorial. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pas de diaporama pour ma part. Je vais essayer pour autant de vous captiver à la fois par le contenu de mon intervention. Mais pour reprendre les mots que vous avez utilisé le verbe bénéficier. Oui, on peut dire que la CDC du Pays Foyen et la commune de Sainte-Foy-la-Grande, plus particulièrement, dont je suis aussi le premier adjoint, ont bénéficié de l'aide du FEDER. Très clairement, sur ce projet qui représente à peu près un investissement de 2,8 millions d'euros hors taxes, on peut considérer que l'Union européenne, par le biais de FEDER et de son axe sur l'aide quartier politique de la ville, en a apporté à peu près 17%. Donc, c'est une somme qui est conséquente et qui a permis de lancer et de boucler ce projet. Alors, une remarque liminaire, j'en parle d'autant plus facilement que je ne faisais pas partie de la mandature précédente qui a conduit, qui a piloté ce projet. La nouvelle mandature dont je suis un des vice-présidents a été installée en 2020.
mais je ne peux que, je dirais, me féliciter des décisions qui ont été prises en amont. Pour vous présenter le pays foyen et aussi Sainte-Foy-la-Grande, j'utiliserai le terme de paradoxe. Le terme de paradoxe. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un territoire qui pourrait être qualifié, qui est souvent qualifié de rural. Une densité humaine, on est à peu près sur la CDC du pays foyen, on est sur une population de 18 000 habitants, c'est relativement peu. Sainte-Foy-la-Grande, l'élément, si vous voulez, de centralité historique, c'est 2500 habitants. Pour autant, c'est 2500 habitants sur un demi-kilomètre carré. Donc, Sainte-Foy-la-Grande, c'est, et je me plais à le répéter, une commune de haute densité. On est à plus de 5000 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire largement supérieur à certains quartiers bordelais. Et on est autour de cette densité humaine aussi sur une densité d'équipement. Sur un espace d'un demi-kilomètre carré, vous avez un hôpital, vous avez un collège, un lycée, une école, des commerces et aussi ce cinéma qui est un équipement assez ancien sur le territoire, dont les premiers, si vous voulez, les premiers jalons datent de l'après-Seconde Guerre mondiale, d'un différent lieu de la commune, mais il y a toujours eu ce cinéma. Et le dernier en date avait été développé par la commune de Sainte-Foy-la-Grande au début des années 1980, à côté de la salle des fêtes municipales. Et cette salle de cinéma était une salle qui était très grande, 400 places assises, qui était aussi une salle de spectacle et qui correspondait, semble-t-il, au modèle de l'époque. Donc une salle de cinéma gérée directement par la municipalité, par la commune, puis gérée par une association avec une forme de délégation de services publics, et malgré tout des difficultés qui se sont développées progressivement, qui se sont développées parce que le modèle entre guillemets économique de cette salle ne correspondait plus véritablement à l'équilibre financier. Avec une salle de 400 places, par définition, une seule salle, un seul écran, vous ne pouviez réaliser qu'à peu près 15 séances par semaine, 6 à 7 films par semaine. Donc, un nombre d'entrées qui était relativement limité. On était sur à peu près 30 000 entrées hebdomadaires. Malgré tout, un public qui était présent, avec un public de cinéphiles aussi, c'est assez parfois étonnant par rapport, je dirais, aux projections qui pouvaient être faites. Et donc, si vous voulez, premier paradoxe. Le premier paradoxe, c'est celui de cet espace qui est considéré, si vous voulez, depuis Bordeaux comme un espace rural, avec pour autant une forte densité urbaine. Deuxième paradoxe, c'est celui de cet appétit pour le cinéma qui se trouve sur le territoire, avec une zone, si vous voulez, d'influence cinématographique qui était très importante, au-delà de la communauté de communes, et le calcul avait été fait que l'aire globale d'attractivité d'influence cinématographique était à peu près à 35 000 habitants. Donc, à côté de ces difficultés économiques liées certainement à l'équipement en lui-même, il y avait une réelle potentialité. Et donc, lorsque la communauté de communes a repris l'équipement cinématographique, il y a eu différents projets. Et on ne peut se féliciter que du choix de ce projet autour d'un projet intra-urbain, c'est-à-dire à l'intérieur de la Bastide, avec une difficulté, c'était la question de la place, de l'espace. Comment faire pour mettre en place un complexe cinématographique d'environ 3 salles, je vais détailler un tout petit peu après,
dans un espace sur lequel les possibilités de bâtir sont très, très limitées. Donc, le choix a été fait par la précédente mandature et la commune de Sainte-Foy-la-Grande de détruire une partie d'une grande salle des fêtes qui s'est trouvée à côté et de procéder à l'extension de ce cinéma. Donc, une décision qui est intervenue en 1918. Il y a eu à peu près un an de travaux et en novembre 2019, les deux premières salles ont pu être inaugurées. Alors, des salles beaucoup plus réduites, une première salle de 80 places, une deuxième salle de 120 places, donc qui ont pu être mises en travaux, et la salle historique a été à son tour rentrée en travaux et a été transformée. Alors, je vous le disais, novembre 2019, inauguration des deux premières salles, avec un objectif initial qui était celui sur la première année de 60 000 entrées, et avec pour objectif de croisière à peu près 80 000 entrées. Novembre 2019, 17 mars 2020, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, l'année 2020 a été une année difficile pour le complexe cinématographique, avec une précision, c'est que ce complexe a été l'objet d'une délégation de service public auprès de la société Artec, qui gère une vingtaine de cinémas en Gironde et une qualité de programmation qui est largement supérieure. Et pour autant, sur les novembre 2019 jusqu'en mars 2020, la projection est extrêmement positive. C'est-à-dire qu'on était déjà quasiment à 100 000 entrées année par rapport aux trois premiers mois ou 4 premiers mois. Si on était resté sur la même dynamique, on était à peu près à 100 000 entrées, ce qui conforte l'idée que réaliser ce complexe cinématographique au cœur même de la Bastide avait une véritable réalité. Donc, deux salles et puis une troisième salle qui a été en travaux et qui a ouvert au moment du deuxième confinement. Et ce qui nous fait aujourd'hui trois salles, donc une de 80, une de 120 et une de 220-240 qui a aussi la particularité de pouvoir se transformer en salle de spectacle. Donc, on est sur une véritable construction ou confirmation d'une attractivité de centre-ville, et je pèse mes mots, pour une commune comme bon nombre de petites villes et de villes moyennes qui a subi les affres tout simplement dans les années 1990 et les années 2000 de la concurrence des grandes métropoles régionales. Et le fait, c'est que Sainte-Foy-la-Grande, comme je le disais, beaucoup de communes qui étaient assez autonomes par rapport à la métropole bordelaise, du fait même du développement de la métropole bordelaise et de l'aspiration qu'a pu engendrer cette métropole, a perdu en attractivité. Pour autant, le pôle cinématographique que j'évoque devant vous, avec l'aide de l'Union européenne, qui est, comme je voulais aussi indiquer, qui a été importante, et aujourd'hui un élément, si vous voulez, de la centralité de Sainte-Foy-la-Grande et de l'attractivité parce qu'on a une population qui s'installe, qui n'est pas forcément une population venue de Bordeaux, qui peut être aussi une population venue de la région parisienne ou de l'est de la Dordogne, et qui trouve avec ce complexe cinématographique un élément supplémentaire d'urbanité, au même titre que la fibre qui est aujourd'hui complètement mise en œuvre sur la commune de Sainte-Foy-la-Grande. D'accord. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais très bien. Donc en fait, c'est vrai que ces fonds européens qui vous permettent, par exemple, dans ce cas, de boucler un budget pour un projet vraiment majeur de développement de votre territoire, ce sont des fonds qui
comment dire, vous avez recours systématiquement finalement à des fonds européens pour boucler des projets de financement public, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique sur ce projet? Alors, sur ce projet, ça a été quand même très spécifique parce que je crois que l'habitude, et c'est aussi une difficulté à la fois peut-être pour les élus de mal maîtriser cet apport de l'Union européenne. Je pense que c'est aussi une difficulté pour les agents, pour les techniciens, pour les structures d'encadrement qui ne voient pas forcément cela. Nous avons rencontré il y a quelques mois les responsables pour le programme Leader aussi, de savoir ce que l'on pouvait faire sur ce programme Leader avec une difficulté, c'est-à-dire qu'on travaille sur une échéance qui peut être assez longue, mais c'est assez intéressant de voir autour de sujets comme pour nous aussi la question, et je rejoins l'intervenant précédent, la question des mobilités douces, qui est aussi une demande importante à l'échelle de notre commune. Sur la question des véloroutes aussi, qu'on essaie de développer, de voir comment l'Union européenne peut nous apporter son aide dans le cadre en particulier des programmes sur les quartiers politiques. D'accord. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a en effet beaucoup d'instruments, comme on dit techniquement, européens pour financer différents projets. Il manque peut-être en effet ce bureau, hein, ce guichet européen, peut-être pour des acteurs en effet territoriaux comme vous. Où est-ce que vers qui vous vous tournez en effet si vous avez des besoins de ce type? En programme Leader, vous êtes allé sur une personne parce que vous connaissiez ce fonds. Est-ce que la région, par exemple, peut apporter en effet un conseil, ou est-ce que ce sont tout simplement des cabinets aussi de conseil avec lesquels vous travaillez, qui connaissent en effet ces fonds, qui peuvent vous aider en effet à constituer ces projets avec des fonds européens? Alors, les cabinets de conseil avec lesquels on travaille, et justement là on travaille sur une grosse opération, enfin un ensemble d'opérations à l'échelle de la commune de Sainte-Foy-la-Grande, mais aussi de la CDC du Pays Foyen, puisque nous venons de signer le programme Petite Ville de demain avec l'État, le programme Ville d'équilibre avec le département, et on travaille aussi avec la région dans le cadre de la mini-Revit. Et puis tout ceci s'inscrit dans un programme de revitalisation du territoire, une ORT, et les cabinets qui travaillent avec nous sont souvent des cabinets dans lesquels il y a une réflexion sur le plan, en particulier urbanistique. Il est souvent plus rare que les cabinets aient cette réflexion sur les fonds européens. En fait, très souvent, en ce qui nous concerne, c'est plutôt par des connaissances personnelles ou une réflexion autour des possibilités, des potentialités que nous offre l'Union européenne, que nous pouvons nous diriger dessus. Mais je crois que pour des communes qui ne disposent pas forcément des corps d'encadrement, des fonctionnaires qui ont peut-être plus l'habitude. Donc, pour des communes de taille moyenne, petite ou moyenne commune, il y a parfois effectivement une nécessité d'aller vers elles et de leur expliciter de façon peut-être plus précise, plus concrète, tout ce que peut apporter l'Union européenne. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'était très clair, et vos réflexions, en effet, peuvent nous aider, en effet, à passer des messages. À ce propos, je vais passer le message d'un certain Maxou qui, sur Facebook, vous félicite et qui dit: bravo, le financement européen doit irriguer nos petites communes et pas seulement financer des projets gargantuesques sur les métropoles. Alors voilà, il ne faut pas forcément opposer les échelons, les échelles territoriales, mais en effet, les fonds européens font énormément pour que les territoires soient évidemment aménagés, et que beaucoup d'infrastructures de vie, de culture perdurent, se développent. Donc, je pense que c'est un très bel exemple aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Nouvel. On aura des questions peut-être plus tard pour vous.
On va passer à quelque chose que tout le monde croit connaître, évidemment, c'est Erasmus. Alors, l'auberge espagnole s'est dépassée depuis très longtemps, en fait, depuis 95, puisqu'Erasmus s'est ouvert en effet à d'autres publics. Et en l'occurrence, nous avons les mobilités des demandeurs d'emploi qui nous sont présentés aujourd'hui par Laurent Eliasevich. Laurent Eliasevich, vous êtes membre du mouvement européen, on vous en félicite, mais vous êtes également chargé de mission Pôle emploi à la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine. Laurent, est-ce que vous pouvez nous raconter ces belles histoires autour des compétences finalement acquises grâce à l'international? Écoutez, merci Lucas. On va commencer peut-être par donner une dimension concrète à mon intervention et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on commence par un petit film qui est un reportage qui a été fait sur deux situations de demandeurs d'emploi en Nouvelle-Aquitaine qui ont bénéficié de ce programme Erasmus+. Et une troisième situation, si elle est toujours dans la vidéo, d'une mobilité qu'on appelle entrante, c'est-à-dire un demandeur d'emploi, en l'occurrence espagnol, qui est venu chez nous, à Bordeaux, effectuer son stage. Donc, si Lucia peut lancer le film. Alors, à moins que je doive commenter moi-même les... Oui, je pense que ça peut être utile, Laurent. Je ne sais pas si on a la bande-son là. Je crois que nous sommes en Espagne. Voilà, déjà, nous sommes en Espagne. Je ne sais pas, Lucia, si on a le son ou pas. Sinon, ce que l'on voit sur le film, c'est une... Ah, alors... L'idée, en attendant, si on peut voir le film, l'idée, si vous voulez, c'est de proposer aux demandeurs d'emploi qui effectivement fait partie de ces publics bénéficiaires potentiels du programme Erasmus+, de pouvoir partir dans le cadre de ce programme, financé par ce programme, cofinancé par Pôle emploi, pour effectuer en l'occurrence des stages en entreprise de 3 mois ou de 6 mois dans une vingtaine, 20-25 pays de l'Union européenne, bien que potentiellement tous les pays membres du programme Erasmus+, donc ils sont plus que 25, émargent et sont destination potentielle de ces parcours de mobilité. Donc l'idée que l'on avait à Pôle emploi, et en l'occurrence il s'agit d'un projet national qui est ensuite mis en œuvre au niveau des régions Pôle emploi, c'est de partir du constat que nos demandeurs d'emploi, quels qu'ils soient, ont la possibilité, pour poursuivre leur objectif de retour, d'insertion dans l'emploi, de développement de leurs compétences professionnelles, personnelles, techniques, de pouvoir partir pour une mobilité donc temporaire, effectuer des stages très opérationnels dans des entreprises de manière multisectorielle. Donc l'idée chez nous, c'est de pouvoir proposer, en l'occurrence, en règle générale, par an, à environ 50 à 60 demandeurs d'emploi, ces opportunités de mobilité dans ces entreprises. Donc, ce que l'on fait, en fait, c'est de sélectionner des demandeurs d'emploi qui candidatent à ce dispositif. Et le critère pour nous, évidemment, ça ne va pas vous étonner, c'est le projet sur lequel va s'appuyer la candidature. Projet professionnel, évidemment, c'est le principal projet, mais ensuite, ça peut être éventuellement pour des jeunes qui souhaitent reprendre, ou des moins jeunes d'ailleurs, reprendre des études, c'est leur permettre de pouvoir
renforcer leurs compétences en vue éventuellement de pouvoir se réinsérer dans un cursus formatif pour pouvoir améliorer leurs compétences. C'est l'ossature, disons, de ce que l'on propose. Alors, ça veut dire quoi pour la Nouvelle-Aquitaine? Eh bien, en Nouvelle-Aquitaine, on a pu envoyer des demandeurs d'emploi. Si je prends le dernier programme que nous avons mis en place, nous avons envoyé des demandeurs d'emploi dans une douzaine de pays. Alors, il y a des pays, lorsqu'on connaît un peu ces mobilités d'Erasmus, il y a des pays que j'appelle la Sainte Trinité, qui étaient le Royaume-Uni, l'Irlande et Malte. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, nous avons, et c'est une des caractéristiques de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons souhaité très fortement, avec le prestataire qui met en œuvre ces mobilités pour notre compte, pouvoir proposer beaucoup d'autres destinations pour nos demandeurs d'emploi. Ça veut dire très concrètement quoi? Ça veut dire que nous avons bien entendu l'Espagne, mais nous avons l'Allemagne, mais nous avons la République tchèque, mais nous avons la Lituanie, autant de pays qui ont été source de stages pour nos demandeurs d'emploi. C'est une démarche multisectorielle, c'est-à-dire que nous avons eu la possibilité de faire bénéficier de ces stages à des artisans, à des gens qui souhaitaient travailler dans la communication, dans le marketing, mais aussi dans tout ce qui est agriculture, des artisans boulangers. On a eu presque, et c'est dommage parce qu'il n'a pas donné suite, on avait un jeune fauconnier qui souhaitait partir en Italie parce qu'il avait repéré un grand maître du travail du cuir en Italie sur des productions très particulières. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous voyons la plus-value de l'apport de ces parcours en Europe, c'est que bien évidemment, nous ne sommes pas seuls. Nous avons, nous, en France, des secteurs d'excellence pour lesquels nous pouvons offrir finalement des opportunités pour les personnes qui souhaitent, pourquoi pas, s'établir à l'étranger, comme ils en ont le droit, comme la construction européenne le permet, puisque ça fait partie des libertés de circulation. Et à ce titre-là, Pôle emploi, en tant que service public de l'emploi, coopère avec ses homologues au nom de la transparence du marché du travail et permet donc, à travers notamment un réseau qui s'appelle ORES, de pouvoir proposer beaucoup d'offres d'emploi aux ressortissants des pays de l'Union européenne qui cherchent un emploi, un nouvel emploi. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que, disons, le gros problème, entre guillemets, c'est les représentations que les gens peuvent avoir de ces parcours de mobilité, et notamment de mobilité hors de France. Très souvent, on assimile ces parcours à des parcours élitistes, c'est-à-dire ce serait uniquement pour les jeunes, hautement diplômés, bilingues. Tout ça est faux. Tout ça est faux, c'est-à-dire que, contrairement à une idée reçue, Erasmus+ n'est pas limité en termes d'âge. C'est vrai que, historiquement, il y a une grande similitude entre l'idée que ce sont les jeunes qui bénéficient d'Erasmus+ et son histoire propre. Le fait est que, et le film, je ne sais pas s'il va pouvoir être passé, mais le film le montre, nous avons fait partir, et ça n'est pas la seule, une personne de 55 ans qui a pu se reclasser, en l'occurrence en Espagne. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'on recherche 4 grands impacts avec ces parcours de mobilité. Le premier, c'est effectivement pour des gens qui ont déjà une expérience professionnelle et qui vont aller rechercher dans d'autres pays européens des savoir-faire, des techniques, des organisations du travail
dans des pays dont l'état de l'art par rapport à leur secteur professionnel est soit plus avancé, soit complémentaire. L'idée, ensuite, en leur permettant de faire ces stages, eh bien, c'est de pouvoir, au retour sur leur marché du travail local, au niveau du territoire, au niveau national, pourquoi pas, eh bien, de mieux se repositionner par rapport à un employeur, en montrant qu'effectivement, il a pu enrichir, parfaire des techniques qui sont plus avancées, qui sont complémentaires dans les traditions culturelles, industrielles d'autres pays. Ça, c'est un premier cas de figure. Oui. Non, non, c'était juste pour voir si on avait le film, puisque je crois qu'en régie, on me dit que ça pourrait fonctionner. Est-ce qu'on essaie de le lancer, Laurent? Je reprendrai après si ça fonctionne. D'accord. C'est peut-être ici qu'Azelina Michelet va décrocher un emploi. À la sortie de son école de broderie en France, elle ne trouve pas de travail. Inscrite à Pôle emploi, son agence lui propose un stage Erasmus+ en Espagne. Là, du coup, c'est l'atelier où je travaille. Donc, moi, je travaille là-bas pour la broderie. On fabrique les costumes de torero et tout est fait à la main. Originaire de Charente-Maritime, à son arrivée, la jeune fille ne parle presque pas l'espagnol. Je pense, Laurent, qu'il va falloir que tu reprennes tes Au moins, conclusions sur ce projet. C'était un début illustratif de parcours pour cette jeune personne de Charente-Maritime qui ensuite s'est d'abord reclassée en Espagne, c'est-à-dire qu'elle a trouvé un poste en Espagne. Ensuite, elle est repartie, elle s'est réinstallée en France, illustrant ainsi beaucoup une évolution que l'on va connaître sur les différentes évolutions dans un même parcours professionnel que peuvent connaître maintenant les gens aujourd'hui. Donc, je parlais d'un premier cas pour lesquels on considère qu'il y a une plus-value à inscrire les personnes dans cette démarche-là, les personnes qui ont déjà une expérience professionnelle. Il y a une deuxième situation, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça va répondre justement à ces idées reçues d'accoler le terme élitiste à ces parcours de mobilité. C'est justement pour les gens qui ne sont pas mobiles. Ce sont pour les personnes qui sont dans des territoires enclavés, qui sont loin de l'information, qui s'estiment ne pas pouvoir être bénéficiaires de ce type de parcours parce qu'ils se considéraient même comme n'étant pas diplômés, ne parlant pas les langues, étant trop loin des systèmes ou des endroits décisionnels. Pour ces personnes-là, Erasmus+ est aussi une vraie opportunité. À telle enseigne que la nouvelle génération d'Erasmus+, donc qui s'inscrit dans les fonds européens 2021-2027, je ne crois pas que je vais apprendre grand-chose à Lucas, consiste justement à pouvoir monter des projets autour de l'inclusion, de la solidarité. Ce sont des concepts qui justement nourrissent, alimentent cette mobilité européenne. Et l'idée que l'on a, lorsque l'on propose à des demandeurs d'emploi de pouvoir bénéficier de ces parcours, c'est de leur permettre de se convaincre eux-mêmes par des stages opérationnels encadrés de A à Z, je le précise. S'il y a des questions, on pourra revenir sur la manière dont on monte ces actions de mobilité. Mais l'objectif est de pouvoir leur montrer qu'ils sont capables également de pouvoir vivre en autonomie, en étant ouverts à des réalités différentes, et finalement, lorsqu'ils reviennent chez eux, de changer, de faire évoluer leur stratégie de recherche d'emploi. Très souvent, on entend « Ah oui, mais mes demandeurs d'emploi ne sont pas mobiles dans certains territoires ». Le fait est que lorsque beaucoup d'entre eux se sont convaincus de pouvoir s'inscrire dans ce type de démarche, à leur retour, leur stratégie de recherche d'emploi était très différente.
Ça veut dire qu'ils avaient intégré dans leur recherche d'emploi sur leur marché du travail local, en Nouvelle-Aquitaine, mais ailleurs aussi, le fait que c'était plus à 5 km autour de chez eux qu'ils souhaiteraient trouver un emploi, mais ce serait à 20 km, à 30 km. Ça change tout. Finalement, la mobilité locale est passée par la mobilité européenne. Et ça, c'est une deuxième situation. La troisième situation, c'est les jeunes. Alors, les jeunes, l'idée, c'est très souvent, on entend qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Ils sont ils sortent, ou pas d'ailleurs, du système éducatif et ont beaucoup de difficultés à s'insérer sur le marché du travail. L'idée, à tel point, vous le savez très certainement, qu'il y a en ce moment un grand plan pour les jeunes, un plan jeune avec l'idée d'avoir un jeune, une solution. L'idée, dans le cadre de cette problématique-là, c'est de proposer à cette population cible la possibilité de démontrer leur capacité, à la fois de s'inscrire en dehors de leur zone de confort, donc en partant dans un autre pays, et puis, là aussi, d'avoir une première expérience concrète, professionnelle, qui leur permettra, à leur retour, de pouvoir peut-être convaincre un employeur de les recruter. Je termine avec une autre, disons. Alors, rapidement, Laurent, parce que le temps presse. Donc, je termine avec une autre situation. C'est la situation des personnes qui souhaitent peut-être s'établir à l'étranger et pour lesquelles ce type de programme leur permet finalement de se tester, de voir si effectivement, au retour d'une période de mobilité de 3 ou 6 mois, leur projet initial est toujours d'actualité. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. C'est extrêmement clair. Tous les bénéfices, en effet, que les personnes peuvent obtenir de ces mobilités Erasmus+, c'est non seulement la capacité, en effet, à trouver un emploi et cette confiance en soi, évidemment, qui est acquise et qui, aussi, de fait, tu viens de l'expliquer, ce facteur de réussite dans la recherche d'emploi. Donc, des compétences concrètes et puis des compétences non formelles aussi, comme on dit dans le jargon, qui permettent et qui sont de plus en plus recherchées en plus par les employeurs. Donc, c'était vraiment très intéressant sur ces mobilités qu'on appelle en tant que stagiaire de la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi qui sont sous ce statut et également, évidemment, dans la formation professionnelle, les fameux apprentis, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais qui peuvent évidemment bénéficier de ces mobilités. Alors, Laurent a fait une belle transition, bien sûr, en parlant des jeunes, vers le dernier projet qu'on vous propose ce soir. C'est Gabriel Borget du Mouvement européen de Gironde, qui est un fin connaisseur du monde scolaire, qui va nous en parler. Il m'a parlé de cette école Lafont-Féline du Bouscat, qui, elle, a des projets Erasmus+, donc scolaires. Et Gabriel, la parole est à toi pour nous raconter ce que tu sais de cette école Lafont-Féline, puisque toi-même, tu n'es pas le porteur de projet, bien sûr, mais tu te fais le porte-voix, je crois, de cette école et de sa directrice. Voilà, ton micro, Gabriel. Voilà, Building a Better World, c'est effectivement le titre du dernier projet Erasmus+, dans lequel est engagée l'école Lafont-Féline de la commune du Bouscat, avec 5 écoles partenaires en Europe, 3 au Royaume-Uni, une au Danemark et une en Espagne. L'école, c'est une école de taille moyenne, 260 élèves, 12 enseignants, dont 10 à temps plein et 2 à temps partiel. Madame la directrice de l'école, en raison d'un empêchement, n'a pas pu être présente aujourd'hui à ce webinaire, mais elle est prête à vous présenter plus largement son école et ses projets lors des événements du mois d'octobre, donc lors de la semaine européenne qui est programmée au mois d'octobre. Moi, je ne suis pas capable de vous décrire en détail ce projet. Je ne suis pas membre de l'équipe pédagogique, mais je trouve que je pense que c'est une école vraiment emblématique, une école européenne emblématique dans notre région. Et je vais vous présenter l'engagement européen qui a abouti en 2020
à la mise en œuvre du projet Erasmus+, Building a Better World. Alors, Building a Better World, c'est aussi l'ambition qui caractérise la politique éducative de l'école Lafont-Féline depuis de nombreuses années. C'est l'ambition aussi, c'est qui lui a valu l'obtention en 2019 du label Euroscol, qui était à peine créé dans la même année par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, je vais m'appuyer sur les critères d'attribution de ce label pour vous présenter les caractéristiques de cette politique éducative. Bon, l'école a intégré dans son projet d'école un projet de développement européen. Ça veut dire qu'un projet de mobilité pour organiser des périodes de formation en Europe de son personnel dans une perspective d'amélioration de l'offre pédagogique de l'établissement et de développement de sa dimension internationale. L'école a des partenariats en Europe depuis plusieurs années. Donc, les trois que je vais citer au Royaume-Uni, une en Espagne, une au Danemark. Il y avait aussi un partenaire en Grèce. Alors, elle organise aussi depuis plusieurs années des mobilités de formation des personnels éducatifs en Europe, des mobilités sortantes ou rentrantes. En moyenne, il y a 2 réunions entre adultes en lieu par projet, c'est-à-dire une chaque année. Donc, soit une délégation d'enseignants étrangers arrive la partenaire arrive à l'école Lafont-Féline, ou bien le contraire. Elle participe à des actions pédagogiques et interculturelles européennes. Bon, les Journées de l'Europe, Erasmus Days et d'autres événements. Elle organise des échanges scolaires physiques ou au moins à distance, en utilisant les outils numériques. Concernant les échanges physiques, en temps normal, l'école accueille tous les 2 ans des enfants des pays partenaires. Les enfants accueillis sont logés dans les familles des élèves de l'école. Le dernier échange scolaire, à ma connaissance, qui était prévu en mars 2020, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un article dans le journal Sud-Ouest, 5 élèves auraient dû se rendre en Irlande, j'ai bien dit auraient dû se rendre en Irlande du Nord. Cet échange scolaire n'a pas eu lieu pour des raisons que vous n'ignorez pas, en raison de la pandémie. Cette école, alors, a un plan de développement des compétences linguistiques des élèves, autre condition pour obtenir le label Euroscol. Alors, il est vrai que le partenariat avec des pays européens date maintenant depuis plus de 10 ans. Et pendant toute cette période, cette école d'abord est devenue une école plurilingue, c'est-à-dire qu'une deuxième langue vivante, l'allemand, est enseignée à partir du CM1 pour moyen 1, en plus de l'anglais, que les élèves apprennent déjà depuis le CP, comme dans les autres écoles. Et ceci se fait dans le cadre des enseignements obligatoires, dans les classes du cours moyen, en collaboration avec le collège de secteur, et ceci dans le cadre d'un projet de cycle 3. Le cycle 3 qui regroupe école et collège. Comme le cycle 3 regroupe les classes de CM1, CM2 et 6e. Il couvre école et collège. Elle est devenue une école bilingue depuis la rentrée 2020. Par la mise en place d'un des dispositifs nommé Émile, qui est connu sur le plan, qui est bien connu par Erasmus. C'est l'enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère. Donc, ce dispositif a été mis en place en cycle 3, c'est-à-dire qu'à partir du CM1, l'anglais est enseigné dans l'enseignement obligatoire, bien sûr, mais est pratiqué aussi sur une durée de 3 heures par semaine dans une situation naturelle. Ça veut dire autre que dans le cours du langue. Dans d'autres disciplines, par exemple en EPS en CM2, en géographie en CM2, en calcul en CM1 et CM2, en lecture en CM2, en art visuel en CM1 et CM2, en éducation morale, en enseignement moral et civique en CM2, et dans des situations de la vie scolaire.
Par exemple, l'école pratique, bon, ça doit se faire, je suppose, dans beaucoup d'écoles primaires, les rituels du matin, c'est-à-dire l'appel, les inscriptions au restaurant scolaire, les inscriptions à la garderie. Donc, tout ceci se fait en partie en anglais. Ou dans des projets liés à ce projet, à ce dispositif EMIL. Par exemple, le plan Flat Stanley, ou appelé Clément Aplati en France, c'est un projet de correspondance scolaire entre plusieurs écoles de France, d'Europe et du monde entier. Voilà, et ceci fait partie intégrante aussi du projet Erasmus+, Building a Better World. Il s'agit de communiquer avec d'autres élèves des classes partenaires dans le cadre de ce projet. Flat Stanley, oui. Ce projet est très, très riche car il lie lecture, production d'écrits, découverte du monde, éducation civique. Par exemple, il y a des échanges de courriers sur la vie, dans sa ville, dans son école. Une école présente à l'autre école la vie à l'intérieur de l'école, de son quartier, de sa ville. Il y a aussi donc les projets liés au projet linguistique, c'est le projet Erasmus+, les projets Erasmus+, dont les titres des deux derniers sont d'abord, le premier c'est, l'avant-dernier c'est Respect, Reuse, Recycle, donc c'est-à-dire respecter, réutiliser, recycler, et Building a Better World, c'est-à-dire construire un monde meilleur. Le premier que j'ai cité là est lié à l'éducation à l'environnement, donc tri sélectif, valorisation des déchets, jardinage, compostage, et s'élargit dans le second, donc Building a Better World, et il s'élargit dans le second à l'éducation au développement durable. Ce dernier projet, actuellement en cours, et qui se prolonge jusqu'en 2022, je veux dire, dans ce projet sont engagés le Royaume-Uni, 3 écoles, mais ça ne pose pas de problème, le Brexit ne pose pas de problème parce que l'engagement qui comme ça a été négocié, qu'il a été établi, qu'il a démarré avant le Brexit, il va pouvoir se poursuivre, se terminer en 2022. Donc, je disais 3 écoles au Royaume-Uni, une en Espagne et une au Danemark. Ce projet a pour objectif d'accompagner les élèves vers un comportement citoyen responsable dans le respect des objectifs liés au développement durable définis par l'ONU dans l'agenda 2030. Donc, c'est-à-dire ces 17 objectifs dont font partie des objectifs liés à l'environnement, bien sûr, mais également aussi à la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités. Donc, il y a 17 objectifs en tout qui portent aussi sur l'humain et la planète. Deuxième objectif, apporter à chaque élève les moyens de découvrir différents pays d'Europe et du monde à travers les différentes actions et dispositifs. Troisième objectif, prendre conscience de la pluralité culturelle. Et le dernier objectif, accompagner les élèves dans des projets internationaux de la nature linguistique et culturelle. Bon, l'engagement de l'école dans l'éducation au développement durable a été reconnu et valorisé en 2019 par l'obtention du label E3D. C'est le label école ou établissement en démarche globale de développement durable. Ça veut dire quoi? Être en démarche globale de développement durable, ça veut dire que l'école met en œuvre un projet en établissant une continuité entre les enseignants, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire, tout en s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat. Donc, cette continuité, cette cohérence entre enseignement, vie scolaire et gestion et la maintenance de la structure constitue vraiment le cœur, la structure même, l'essence même du développement durable, comme ça devrait l'être dans le développement durable en général. D'accord. Bon. Donc, ce label est obtenu en 2019 aussi, donc elle a obtenu le label Euroscol,
école européenne, et le label E3D. Donc, ce label est garant de la qualité scientifique et didactique de l'enseignement dispensé, de la cohérence des compétences développées dans le cadre de l'EDD et de l'exigence d'une démarche participative impliquant les élèves. Très bien. Gabriel, Oui. on va essayer de garder un petit peu de temps peut-être pour des questions ou des remarques Oui. par rapport au projet, parce que on a été un peu gourmand, évidemment, avec 4 projets pour ce soir. Oui. C'est beaucoup, même Oui. si, évidemment, c'est que des messages positifs et on le voit sur plein de publics différents. Il y a un point que tu veux encore ajouter, Gabriel? Oui, je veux, si tu permets, je conclus. Je laisse tomber les domaines d'intervention parce que, effectivement, ce projet, il y a beaucoup d'activités dans le cadre de ce projet qui se font avec l'ensemble des élèves de l'école. Tous les élèves sont concernés, même si tous ne sont pas font partie des échanges scolaires. Alors, je disais, ces 2 reconnaissances et valorisations, le label Euroscol et le label E3D, ont été obtenus grâce à l'engagement continu avec le soutien de l'Union européenne, de l'équipe pédagogique depuis de nombreuses années. Il faut préciser que les mobilités et les échanges scolaires sont intégralement financés par les fonds européens. Il n'y a pas de rien à charge des familles. Donc, il me semble que l'école Lafont Féline constitue, pour nous, l'école que nous pouvons souhaiter pour faire de notre monde un monde meilleur pour les générations futures. D'ailleurs, ce qui justifie le titre. Absolument. Donc, je disais, bon, je m'arrête là. On aurait pu le prendre pour notre propre webinaire, d'ailleurs, Gabriel, je crois, ce titre. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, en effet, ces projets dans le scolaire reposent beaucoup sur les enseignants, des gens très, très impliqués, motivés, qui ont bien compris, en effet, la pertinence de ces projets pour les jeunes. Mais ça passe, c'est un projet d'établissement. En effet, il faut aussi que cette connaissance d'Erasmus+, elle aille dans toute la hiérarchie du monde éducatif pour que les inspecteurs d'académie, et évidemment les chefs d'établissement, mais aussi d'autres personnels administratifs soient connaisseurs de tous ces programmes. Donc, écoutez, merci beaucoup, Gabriel. Alors, je vais faire état de 2-3 remarques. Alors, d'abord sur le vélo, Mickaël et Florent, évidemment, c'est un sujet qui interpelle beaucoup le Kidam, puisque la question donc, des vélos en libre accès laissés sur le trottoir, la question des vélos un peu dangereux aussi sur la route, il faut voir aussi ce côté-là aussi du débat. Tout ça pour dire que ces questions de mobilité sont évidemment des questions, vous savez, très, très importantes pour les citoyens. Et de fait, mettre l'Europe en effet sur ces enjeux-là, c'était vraiment très belle chose. Donc peut-être que vous pourrez nous dire quelle est l'idée qu'on pourrait cultiver ensemble pour cette semaine en octobre, comment rendre en effet visible cette Europe du vélo à Bordeaux avec Amsterdam. Oui, alors effectivement, on pourrait. Alors déjà, il y a l'idée de pouvoir faire venir Amsterdam pour le séminaire. Ce séminaire, d'autres partenaires ont décidé de le faire en ligne. Nous, on a fait un peu de résistance en 2020. On ne voulait pas l'organiser en ligne, donc parce que on préfère faire venir le partenaire pour pouvoir valoriser cette venue et puis la rendre plus efficace, plus utile. Puisque si c'est en ligne, en fait, on va toucher beaucoup moins de personnes. Et donc, on peut tester, on peut demander ce qu'on a fait la semaine dernière, prendre contact avec le collègue, enfin les homologues d'Amsterdam, pour leur demander si cette semaine-là, ils pourraient venir. Et là, on pourrait organiser ce qui est prévu autour de ce séminaire à ce moment-là, et faire notamment des événements, ce qui était prévu sur le principe, faire un ou plusieurs événements grand public, et notamment aborder ces questions, par exemple, de cohabitation des usages. C'est une vraie question. Comment vous faites, vous, Amsterdam, Copenhague, pour gérer les vélos sur les trottoirs? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Comment vous gérez ça? Vous qui avez plus d'avance, est-ce que vous en êtes passé par une étape où effectivement les gens ne roulaient pas là où ils devraient rouler donc ces questions-là peuvent aussi être posées aux partenaires et ils peuvent nous apporter des réponses qu'on n'imagine pas forcément. Donc effectivement, ces sujets-là notamment peuvent être abordés lors d'événements comme ça, grand public, là-dessus. Très bien. Mickaël, si vous avez un complément, en tous les cas,
du 11 au 17 octobre. Je précise un peu cette semaine européenne sur laquelle on aimerait beaucoup retrouver ces projets, à la fois à Bordeaux Métropole, autour du Pont de Pierre ou ailleurs, mais en effet, peut-être sur les boulevards, je ne sais pas, en tous les cas, en toute sécurité si possible. Donc, ça, c'est un projet qu'on reprendra certainement avec vous et puis le mouvement européen de Gironde, les adhérents et les sympathisants qui voudraient en effet s'investir dans ce projet. Je sais que Vélocité est associé un peu à notre démarche. Donc, on verra aussi comment créer une dynamique un peu d'acteurs. Alors, après, on a des réactions pas mal sur, évidemment, la question de l'accompagnement au projet européen. Donc, évidemment, il faut améliorer l'information, les financements, la connaissance des financements et puis tout simplement le montage de projets, que ce soit pour les individus, mais aussi pour les collectivités. On l'a vu avec Philippe Nouvel. Et puis, les entreprises. Alors, il faudrait qu'on puisse, je ne sais pas quelle est la proposition, M. Nouvel, qu'on pourrait envisager pendant cette semaine du 11 au 17 octobre prochain, même si c'est une semaine européenne de Bordeaux Métropole, mais peut-être que dans le pays foyen, il y a aussi cette opportunité qu'on pourrait saisir pour sortir un peu de ces grandes métropoles, pour montrer l'Europe concrètement, avec des fonds européens qui sont sur le territoire. Oui, je crois que la difficulté au niveau peut-être de l'information, c'est que on a beaucoup d'informations qui arrivent par le biais par exemple, les associations des maires de France ou autres organisations équivalentes. Il y a des propositions qui sont faites aux élus. Après, la question, c'est peut-être aussi d'aller plus vers ces territoires qui sont un peu considérés comme périphériques et qui sont pourtant, et on a beaucoup parlé des mobilités, qui sont pourtant en connexion directe. Mais je pense que le fait que des personnes, et nous c'est notre cas en particulier, on a rencontré un technicien de l'Union européenne autour des programmes, du programme LEADER qui est venu, avec lequel nous avons pu échanger et qui a apporté une réelle plus-value sur peut-être des choses qui étaient floues pour certains de mes collègues. Donc c'est là le problème de l'information, de la mobilité de l'information, c'est-à-dire que l'information est souvent très visible sur les sites, les différents sites de l'Union européenne ou d'associations qui œuvrent autour de l'Union européenne. Parfois, la difficulté, c'est que cette information, même si elle est très présente, n'arrive pas forcément peut-être aux oreilles et peut-être même à la compréhension de certains élus ou de certains agents. Donc, la question, par exemple, d'une maison de l'Europe qui soit délocalisée ou qui organise des activités peut être relancée, même si je sais que ça peut exister par ailleurs. Et je crois qu'il y a deux choses. Il y a, je dirais, les fonds stratégiques ou les fonds qui sont gérés par la région, par exemple, qui sont pas simples à monter. Effectivement, il y a un vrai savoir-faire à transférer aux collectivités locales. Et il y a aussi toutes les actions type Erasmus qui peuvent être mises en place par des écoles, des associations, des entreprises, en fait tout le monde. Et il faut qu'on soit prêt à les aider. Et donc, Monsieur le maire, effectivement, on est plusieurs au niveau du mouvement européen à pouvoir accompagner des entreprises, des associations et autres avec Erasmus. Bon, alors, Erasmus, c'est pas très simple. Voilà, ça, c'est le guide Erasmus 2021. Et il y a eu pas mal de changements par rapport à l'année dernière. Il n'y a que 360 pages. Voilà. Mais l'exemple d'Erasmus est, je trouve, extrêmement pertinent parce que Erasmus est souvent connu de bon nombre de Français, alors d'élus, mais aussi de Français globalement, mais n'est associé qu'aux étudiants.
qu'au domaine scolaire et au domaine des étudiants. Et même si on sait, enfin peut-être un peu plus de monde sait qu'aujourd'hui l'Erasmus ne concerne pas que l'enseignement supérieur, justement, et beaucoup de monde ne sait pas que Erasmus s'adresse à d'autres secteurs d'activité que l'enseignement. Voilà. Vous voyez, je n'ai plus 25 ans, enfin plus depuis longtemps, mais je les ai plus. Je suis parti en Arménie, à Erevan, il y a 2 ans, pour parler de l'entrepreneuriat des jeunes et des moins jeunes. Voilà, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et ce n'est pas, je dirais, de la formation académique. Oui, il y a un Espagnol de Séville qui a 80 ans qui est parti faire un master Erasmus à Bologne. D'accord. Mais ça, on est encore dans le domaine de l'université. Mais la formation des adultes tout au long de la vie, ça fait partie des missions d'Erasmus. Et il y a un volet qui est typiquement pour ça. Alors après, il y a des échanges de jeunes, il y a des échanges de gens qui s'occupent de jeunes. Enfin, il y a tout un tas d'appels à propositions. C'est pour ça qu'il y a 380 pages dans le guide. Alors, là-dessus, juste une chose. Vous avez les Erasmus Days qui se tiennent 14, 15, 16 octobre prochain. Donc, il y a à peu près plus de 5000 événements dans 84 pays dans le monde l'année dernière. Ce sont tous les porteurs de projets comme Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine ou l'école Lafont-Féline qui, en effet, ont des financements européens, Erasmus+, qui font des actions de communication et de valorisation avec les parents, avec les enseignants, avec les jeunes, avec les entreprises. Voilà, donc si vous voulez avoir une vision assez complète dans les territoires, ne serait-ce qu'en Gironde, je pense qu'il y avait peut-être au moins 300 ou 400 événements l'année dernière. Donc 14, 15, 16 octobre, ça c'est important. Ensuite, sur cette semaine européenne, eh bien, on va essayer en effet de rendre les choses concrètes, peut-être avec les cyclistes à Bordeaux. Nickel. Oui, juste, excusez-moi, avant que vous passiez à l'autre sujet, si je peux compléter, puisqu'on parlait surtout d'Erasmus. Oui. Pour les entreprises, vous avez aussi le réseau Entreprise Europe, donc Enterprise Europe Network, qui existe, qui est souvent hébergé dans les chambres de commerce et d'industrie et qui renseigne les entreprises sur comment monter des projets européens. Et en Nouvelle-Aquitaine, vous avez notamment l'agence ADI, qui est sur l'innovation et qui vraiment accompagne les entreprises sur le montage. Et pour les collectivités, vous avez aussi le réseau du PINVille, qui est moins connu, qui est le point d'information national ville, et donc qui est en fait un point de contact du réseau Horizon Europe et qui informe en fait les collectivités, notamment, et les petites et les grandes, il n'y a pas de distinction, sur justement les programmes qui existent, vraiment qui sont destinés aux villes, où elles peuvent intervenir. Donc, c'est deux réseaux complémentaires qui peuvent informer les gens et puis les accompagner. C'est parfait, Mickaël. On va en effet prendre note et relayer en effet tous ces réseaux, je pense, dans un petit mail de restitution de cet événement. On valorisera évidemment le réseau Europe Direct aussi, qui est un réseau. Alors là, c'est plus destiné en effet au grand public, mais vous avez évidemment beaucoup d'informations aussi pour les professionnels. Donc, c'est important. Pour Erasmus+, vous avez aussi les développeurs Erasmus+. Il suffit d'aller sur le site de l'agence Erasmus+, pour avoir la carte des développeurs Erasmus+, pour être accompagné dans le montage de projets. Et puis, pour finir un peu sur ces réactions, puisqu'il va falloir que, bien sûr, on se quitte, il est un peu tard. On a beaucoup de réactions, évidemment, sur les mobilités dans le scolaire et pour les demandeurs d'emploi. On demande si les mobilités doivent être impératives dans le parcours d'un demandeur d'emploi. Non, Laurent, mais c'est vrai qu'on pourrait le souhaiter, comme chez les compagnons du devoir, par exemple, où les mobilités sont obligatoires, la mobilité Erasmus+, puisque c'est l'excellence de l'apprentissage, les compagnons du devoir, mais voilà, c'est un objectif un peu lointain, Laurent. Les compagnons du devoir ont plusieurs siècles qui les contemplent, où la mobilité est une valeur centrale. C'est vrai que pour mentionner les demandeurs d'emploi, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. En revanche, et je répondrai peut-être à M. Nouvel, lorsque je regarde, je n'ai pas eu le temps évidemment de développer, mais lorsque je regarde les agences, finalement, les agences locales, ce sont elles qui mettent en œuvre, moi je coordonne donc au niveau de la région Pôle emploi, les agences locales ne se situent pas uniquement à La Rochelle, à
Bordeaux. Vous allez à Châtellerault, vous allez à Aubusson, vous allez dans beaucoup de territoires dans toute la région où il y a une mobilisation. Le problème, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas énormément de bourses de mobilité. C'est quelque chose qui est un peu problématique. Du coup, mais peut-être on va changer ça, et c'est, j'allais dire, peut-être un début. On ne fait pas de communication externe pour ce qui nous concerne, nous, Pôle emploi, tout simplement parce qu'on ne fait pas d'appel d'air, si vous voulez, parce que si c'est pour dire venez et ensuite, excusez-nous, on n'a pas de bourse pour vous accompagner, c'est un peu dommage. En revanche, nous avons chaque année un programme, pour l'instant, un programme Erasmus+. Nous avons développé un autre programme en partenariat avec la région aussi. Nous croyons beaucoup à cette plus-value de la mobilité européenne. Donc, ça n'est pas obligatoire, mais vraiment, moi j'invite celles et ceux qui nous écoutent, s'ils connaissent des personnes qui sont en situation de demande d'emploi, vraiment à se pencher sur la question, parce que ça peut vraiment apporter, y compris dans plusieurs profils, et notamment ceux qui ne sont pas mobiles, ça peut leur apporter beaucoup. D'ailleurs, les taux d'embauche sont beaucoup plus importants pour des gens qui ont une expérience européenne, c'est très clair. Eh bien, très bien. Bah, écoutez, on va… Pardon, sauf si Monsieur Nouvel, vous voulez réagir. Non, juste, et je ne me permettrai pas de conclure, mais on a beaucoup évoqué le terme de mobilité. Cela peut être de la mobilité spatiale, de la mobilité territoriale, ça peut être de la mobilité intellectuelle aussi. Le cinéma, c'est un exemple de mobilité intellectuelle, c'est aussi un exemple de mobilité spatiale, puisqu'on a des gens qui se déplacent. Et je suis élu dans un territoire qui est aussi connu pour ce qu'on appelle les publics empêchés. Et la question de la mobilité est une vraie question, c'est-à-dire c'est la mobilité autour de l'information, aller chercher et se convaincre qu'on peut se lancer, par exemple, dans un programme Erasmus+, quand on est dans un cercle qui n'est pas vertueux, mais qui conduit souvent à une forme de, comment dirais-je, de regard sur soi-même peu amélioratif, eh bien, ça pose problème. Mais on est bien sur la question de la mobilité et avoir de la mobilité ou inviter les populations à avoir la mobilité, c'est vraiment un enjeu total, en particulier pour certains territoires. Merci. Écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes pour avoir contribué à cette information sur l'Europe, ses programmes, ses projets, ses bénéfices. Et donc, rendez-vous avec vous, je l'espère, pour qu'on puisse en octobre rendre cette Europe visible sur le territoire physiquement, avec les parents d'élèves, avec les cyclistes, avec les cinéphiles. Voilà Olivier Michaud qui apparaît à l'écran en lien avec l'association Vélocité. Donc voilà, on essaiera de rendre les choses un peu plus concrètes encore en octobre. Je voudrais remercier aussi la ville de Bordeaux, la métropole, la région et Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine avec le CIED, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Merci. Écoutez, bonne fête de l'Europe et puis bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci.